Les maladies infectieuses sont des maladies affectant tous les êtres vivants. Elles sont provoquées par des micro-organismes, comme des virus ou des bactéries. Chez l'être humain, ce type de maladie qui comprend le sida et la tuberculose, entre autres, est un responsable important de mortalité à travers le monde. Quant à elle, la poliomyélite est une maladie infectieuse affectant le système nerveux. C'est pourquoi il est intéressant d'en faire l'étude du point de vue des neurosciences. Mais qu'est-ce que la poliomyélite? Pour répondre à cette question, dans cette vidéo, il sera question de ses effets sur le système nerveux, des vaccins pour la contrer, d'un bref historique de la maladie, de sa présence dans le monde aujourd'hui et d'une analyse de l'importance de sa réadaptation. La forme paralytique de la maladie, sa forme la plus connue, ne concerne qu'une infime partie des personnes infectées par le poliovirus, qui est un entérovirus. Entéro provient du terme grec signifiant intestin. La très grande majorité des cas sont asymptomatiques ou ne présentent que des symptômes légers comme de la fièvre, des nausées et des maux de tête ou de gorge. La porte d'entrée de ce virus est la bouche, majoritairement par ingestion d'eau contaminée par les fesses, et le virus s'installe et se réplique dans l'intestin grêle et la gorge, ce qui explique les maux de gorge et les nausées. Ensuite, le virus envahit les amygdales et les nœuds lymphatiques de l'iléum et du cou, puis passe dans la circulation sanguine. C'est une virémie. Si l'infection reste confinée au système lymphatique, on évite la maladie et c'est ce qui se produit dans la majorité des cas. Si la virémie perdure, le virus entre dans le système nerveux central en traversant la paroi des capillaires. C'est avec les neurones moteurs de la corne ventrale de la moelle épinière que le virus a le plus d'affinité, et c'est là aussi où il fait le plus de dommages. La corne ventrale est faite de matière grise, elle-même constituée des corps cellulaires des neurones. Mais comment le virus provoque-t-il la destruction des neurones? C'est en se répliquant dans le cytoplasme du corps cellulaire des neurones que le virus détruit ces derniers. Une certaine partie des neurones est atteinte, mais pas la totalité. S'ensuit alors une perte d'innervation des muscles. C'est ce qui explique une paralysie flasque avec hypotonie musculaire. Comme ce ne sont que les neurones moteurs qui sont atteints, les neurones sensitifs, soit les neurones afférents, sont intacts. Il n'y a donc pas d'atteinte sensitive. Si la personne atteinte survit au risque d'insuffisance respiratoire, la maladie entraînera une atrophie musculaire. Au cours des grandes épidémies, aux États-Unis et en Europe durant les années 40 et 50, le taux de mortalité atteignait environ 7%, principalement en raison de faiblesse respiratoire. Heureusement, le corps humain utilise une technique pour contrer l'effet de la mort des neurones moteurs. Les neurones moteurs ayant survécu à l'infection peuvent produire un bourgeonnement d'axones afin de réinnerver les fibres musculaires. La poliomyélite se transmet sous forme de trois types de poliovirus sauvages appelés des PVS. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Cependant, depuis 2015, le poliovirus de type 2 a été éradiqué et aucun cas de type 3 n'a été déclaré depuis 2012. Seule la transmission du PVS de type 1 est encore observée dans le monde. Pour contrer la transmission du virus, la vaccination est le moyen le plus utilisé. Les vaccins antipoliomyélétiques oraux, les VPO, sont utilisés de façon universelle. Plus précisément, le vaccin antipoliomyélitique trivalent, le VPO-T, est utilisé de façon significative à partir des années 1960. Le VPO-T contient les trois types de poliovirus vivants. Il faut donc être très prudent dans la réplication de ce vaccin. Quand les conditions liées à sa réplication ne sont pas optimales, cela peut entraîner un poliovirus dérivé d'une souche vaccinale, un PDVD. Ce phénomène demeure un faible risque comparé aux conséquences que représente la source sauvage du virus, soit des conséquences néfastes sur la santé mondiale. Le patient ayant le PDVD a les mêmes symptômes que s'il était atteint de la poliomyélitique paralytique. Afin de réduire la transmission du PDVD circulant, le PDVD-C, depuis mai 2016, le VPO trivalent fut remplacé officiellement par le VPO bivalent, contenant seulement le VPO de type 1 et 3. En addition au vaccin VPO bivalent, une autre mesure de prévention est maintenant obligatoire pour s'assurer d'éviter la transmission du poliovirus de type 2 pendant son retrait du VPO. Les enfants reçoivent obligatoirement une dose de vaccin antipoliomyélitique inactivé VPI trivalent. Un certain danger provient du vaccin malgré ses effets bénéfiques. Depuis 2000, plus de 10 milliards de vaccins ont été administrés à près de 3 milliards d'enfants. Ainsi, plus de 10 millions de cas de poliomyélite ont été évités, équivalent à une amélioration de 99%. Il reste toutefois un danger relatif au poliovirus dérivé d'une source virale circulant, les PDVD-C. En 2015, 32 cas ont été répertoriés dans 7 pays. Depuis 2000, 24 épidémies de PDVD-C se sont produites dans 21 pays, entraînant 760 cas d'infection par la source vaccinale du virus. La poliomyélite est une maladie très ancienne. Elle apparut pour la première fois dans une stèle égyptienne autour de 1350 avant Jésus-Christ. Cette affection fut découverte sur des peintures et des sculptures de l'ancienne Égypte, montrant des personnages actifs mais ayant des membres décharnés et de jeunes enfants se servant de cannes pour marcher. C'est au début des années 1800, en Europe, que sont apparues les premières poussées de la poliomyélite, et c'est en 1910 qu'elles apparurent pour la première fois au Canada. En 1789, Dr. Michael Underwood décrit pour la première fois cette maladie. Il la qualifiait de débilité des extrémités inférieures. Ensuite, Jacob Hein, en 1840, la nomma.
état paralysant des extrémités inférieures. De 1780 à 1890, des traitements médicaux pour traiter les épisodes aigus étaient composés, entre autres, de purges rapides, de coups de serviette humide sur la colonne vertébrale et toute autre façon aussi orthodoxe les unes que les autres pour stimuler la circulation sanguine. De plus, les bains chauds et des traitements électriques étaient utilisés pour stimuler les muscles. Dans les années 1930, une infirmière australienne peaufinait quelques soins. Elle appliquait de la chaleur comme traitement des spasmes musculaires et d'une physiothérapie passive afin de rééduquer les muscles atteints après la phase aiguë. Mais rien ne pouvait empêcher la mort des patients atteints de la paralysie des muscles de la respiration et ou de la déglutition. L'arrivée des poumons d'acier, à la fin des années 1920, donnait espoir à ceux qui étaient atteints. L'unique rôle du poumon d'acier était de remplacer le diaphragme paralysé. Entre 1951 et 1953, il y a eu le développement du premier vaccin contre la polio, ce qui contribua à l'éradication de cette infection et stoppa le développement de nouveaux cas. Selon l'Organisation panaméricaine de la santé, la polio serait éradiquée du Canada depuis 1994. À la fin des années 1970, le syndrome post-polio a été identifié. La 41e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS en 1988 a adopté une résolution afin d'augmenter les efforts pour éradiquer la polio. Ces efforts ont mené à la mise sur pied du Global Polio Eradication Initiative, le GPEI, une initiative soutenue par l'UNICEF, Rotary International, plusieurs gouvernements, ainsi que la fondation Bill et Melinda Gates, entre autres. Avant l'initiative GPEI, le virus de la polio était endémique dans 125 pays et ses dommages étaient immenses. Il affectait plus de 1000 enfants chaque jour à travers la planète. La surveillance accrue et les campagnes d'immunisation ont amélioré la défense contre la polio et d'autres maladies infectieuses. En mai 2016, lors de la 69e Assemblée mondiale de la santé, il est encore question de la polio, mais d'un point de vue beaucoup moins urgent. Il ne reste que 2 pays dans lesquels subsiste encore le virus de la polio, l'Afghanistan et le Pakistan. Le Nigeria a réussi à éradiquer le virus en septembre 2015. Il a donc été enlevé de sa liste des pays en danger. Selon le recensement, dans ces 2 pays, il y a 74 cas du virus en 2015, ce qui correspond à une diminution de 79% si on compare aux 359 cas en 2014. 12 cas seulement ont été recensés jusqu'à présent en 2016. L'Organisation mondiale de la santé a assuré qu'il y avait une absence de la polio dans l'ancienne région du sud-est asiatique en mars 2014. Auparavant, c'était une région à risque élevé de diffusion. Toutefois, en Iran, la présence de la maladie dans 2 pays avoisinants, comme l'Afghanistan et le Pakistan, augmente le risque de réémergence du virus par voie d'importation. Aucun nouveau cas de polio ne s'étant présenté depuis février 2014 en Inde, on a déclaré ce pays exempt de polio. Le type 2 et 3 ont été éradiqués avec succès dans les dernières années, avec le dernier cas détecté du virus de type 3 en novembre 2012 au Nigeria. Il reste donc seulement le virus de type 1 en circulation. Après avoir été atteint par la poliomyélite, le patient va devoir vivre avec le syndrome de post-poliomyélite, ce qui va affecter particulièrement son système neuromusculaire. Le rôle de l'ergothérapeute ne sera donc pas négligeable au point de vue de la réadaptation, qui consiste surtout à s'assurer que le patient n'éprouve pas de douleur et qu'il est capable de mener une vie autonome, avec des occupations qui lui conviennent tout en réduisant ses exigences de son quotidien. Lors de l'évaluation des patients, il est important d'observer les signes de douleur et de fatigue caractéristiques de la maladie. Le but principal de la réadaptation passera donc par l'enseignement au patient de sa condition, par l'augmentation maximale de son confort, mais aussi par l'adaptation de l'environnement et l'utilisation d'aides techniques afin de s'assurer qu'il est capable de mener ses occupations quotidiennes comme il l'entend. Le processus de réadaptation commence par l'évaluation, qui est souvent synonyme de bilan musculaire. Il est toutefois important de noter qu'un muscle d'un patient atteint du syndrome de post-poliomyélite peut effectuer les mouvements nécessaires à un grade 4 ou 5, mais en fait travaillerait beaucoup plus fort qu'un muscle non atteint effectuant le même mouvement. Une recherche démontre qu'un muscle atteint de polio sera 25% plus faible qu'un muscle non atteint, ce qui est un facteur à prendre en compte lors de l'évaluation. Ensuite, différentes techniques sont utilisées auprès des patients pour favoriser le développement de leur autonomie. L'une d'entre elles, soit le rôle de l'exercice physique, est toutefois une notion controversée dans le processus de réadaptation auprès des patients atteints de ce syndrome. En effet, Weichers suggère que l'utilisation de l'exercice physique à long terme peut entraîner une hyperfonction du neurone moteur et donc augmenter sa faiblesse musculaire. Plusieurs recherches sur le sujet démontrent à la fois des effets bénéfiques et néfastes concernant l'exercice physique selon différents patients. Ainsi, cette technique doit être utilisée particulièrement prudemment afin d'éviter la douleur, les crampes musculaires et une possible dégénération de la force musculaire à long terme. Les aides techniques sont particulièrement importantes dans le processus de réadaptation puisqu'elles permettent de compenser certaines incapacités. Ainsi, le patient atteint du syndrome de post-poliomyélite aura possiblement besoin d'une aide technique au déplacement, mais également à la respiration ou encore à l'utilisation de ses membres supérieurs, dépendamment des activités. Finalement, il est important de considérer le patient dans son ensemble.
c'est-à-dire de ne pas omettre l'aspect psychologique lors du processus de réadaptation. L'enseignement servira ici à faire comprendre aux patients les conséquences qu'ils guettent et leurs répercussions sur sa vie occupationnelle, afin de favoriser maximalement son autonomie, mais également son bien-être. Somme toute, en attendant que la poliomyélite soit éradiquée à l'échelle mondiale, il faudrait poursuivre la vaccination systématique afin de prévenir la maladie. En 1988, on comptait plus de 125 pays où la polio était à l'état endémique. Au début de 2016, ce nombre est tombé à 4 et le nombre de cas signalés a diminué, passant de quelques 350 000 en 1988 à 416 en 2013. Voilà pourquoi la vaccination systématique des enfants est encore recommandée aujourd'hui.